Bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui le mardi 8 décembre 2020. Notre rendez-vous de l'immobilier aurait dû se tenir à la salle Sénéchal. En raison de la crise sanitaire, nous avons organisé la conférence dans les locaux de l'association, mais sans public. Les intervenants ont accepté d'être filmés, ce qui nous permet de diffuser la conférence sur notre site internet. Nous les en remercions. Le thème de la soirée porte sur le renouvellement du bail commercial. Pour en débattre, nous accueillons Myriam Benaïm, expert judiciaire, Maître Valérie Terral-Prioton, avocat et consultant UNPI 3109, et Françoise Tournier-Salès, juriste à l'UNPI 3109. Seront abordées les conditions de fond et de forme de la demande, le loyer de renouvellement, l'avenant de renouvellement, l'état des lieux et la procédure judiciaire. Je leur cède la parole. Le bail commercial ne se renouvelle pas automatiquement à son expiration, sauf cas particulier. Par exemple, si le contrat comporte une clause d'automaticité du renouvellement, ce qui est assez rare en pratique. Le renouvellement résulte donc d'un acte. Il s'agit d'un congé donné par le bailleur ou d'une demande de renouvellement du locataire ou encore de l'accord amiable des parties. Ainsi, à l'expiration du bail commercial, 4 situations peuvent être envisagées. Le bailleur prend l'initiative de notifier un congé avec offre de renouvellement à son locataire. Le locataire prend l'initiative de demander le renouvellement du bail. Les 2 parties, locataire et propriétaire, se rapprochent et conviennent d'un accord amiable, ou encore les 2 parties gardent le silence. Quelle est, en premier lieu, la qualité de l'auteur de la demande? Dans quel délai doivent-ils formuler la demande et sous quelle forme? L'auteur de la demande de renouvellement. Le bailleur ou le locataire, nous l'avons vu, peuvent prendre l'initiative de la demande de renouvellement. Premier cas, le bailleur prend l'initiative de la demande. Il peut prendre l'initiative de cette demande si, par exemple, il souhaite augmenter le loyer. Il doit pour cela avoir la capacité à agir. L'auteur de la demande est propriétaire du bien ou encore locataire principal en cas de sous-location. Il peut être aussi mandataire si le bien est géré dans le cadre d'un mandat de gestion locative. Il peut s'agir d'un indivisaire ou encore de l'acquéreur d'un des lots indivis. Lorsque l'immeuble a été vendu, le congé est donné par le nouveau propriétaire. L'identité du bailleur doit toujours figurer dans le congé et, à défaut, s'il y a erreur sur l'identité, cela pourra entraîner la nullité de l'acte, même en dehors de grief. La Cour de cassation a affirmé le principe pour l'omission d'un indivisaire. C'est un arrêt de la Cour de cassation de 2001, 25 avril 2001. Le congé doit être signifié au locataire propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux. En cas de décès du locataire, ce sont les héritiers qui viennent au droit du décujus. En cas de copreneur, le congé doit être adressé à chacun d'eux, sauf dans le cas où le bail comporte une clause de solidarité. En cas d'erreur dans la désignation du locataire, ce dernier peut invoquer la nullité du congé, à condition toutefois de pouvoir justifier d'un préjudice. Deuxième cas, le locataire prend l'initiative de demander le renouvellement. Le locataire peut prendre l'initiative de la demande lorsque, par exemple, il n'a pas reçu de congé du bailleur et il ne souhaite pas poursuivre le bail par tacite prolongation. Il pourra ainsi faire valoir son droit au renouvellement. Il peut avoir intérêt à demander le renouvellement de son bail pour faire échec, nous venons de le voir, à l'article L245-34 du Code du commerce qui prévoit que le loyer est déplafonné automatiquement au-delà de 12 ans. Dès lors, il évite que le bail se poursuive et le risque d'un déplafonnement au bout de 12 ans. Il doit lui-même avoir la capacité à agir. Cette demande peut émaner du locataire d'origine, du cessionnaire ou de tout ayant droit du locataire, à l'exception du locataire gérant. Si le bail a été consenti à plusieurs locataires, la demande sera formulée par l'ensemble des locataires.
Si le locataire est une société, la demande sera formulée au nom de la société par son représentant légal. Et si la société fait l'objet d'une procédure collective, le mandataire liquidateur pourra avoir capacité à agir. Le locataire doit adresser sa demande au bailleur, mais s'il y a plusieurs bailleurs, la demande adressée à l'un d'eux vaut à l'égard de tous, sauf si le bail en dispose autrement. En cas de démembrement de propriété, le locataire doit adresser sa demande à l'usufruitier et au nu propriétaire. Troisième cas, les parties sont d'accord sur le principe du renouvellement en l'absence de congé ou de renouvellement. Aucun texte ne contraint les parties à recourir aux procédures prévues par le statut et elles peuvent donc consentir amiablement au renouvellement sur la base d'un simple accord contractuel. Des échanges de correspondance peuvent formaliser le consentement des parties sur le renouvellement. La Cour de cassation a rappelé que la délivrance d'un congé ou d'une demande de renouvellement n'est pas nécessaire à la formation d'un nouveau bail commercial qui peut résulter de l'accord des parties. C'est un arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2001. Cela découle d'une part de l'ancien article 1234 du Code civil qui prévoit que l'on retrouve, que l'on retrouve dans le nouveau code sous les articles 1103, 1193 et 1104. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que de l'accord, que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il faut donc que l'accord porte sur le principe du renouvellement d'une part et d'autre part sur le montant du loyer renouvelé. Si le prix n'est pas fixé à ce niveau et à défaut d'accord amiable sur ce point, il appartiendra ensuite à la partie qui y a intérêt de faire fixer le prix du loyer par le juge dans un délai de 2 ans. La date de la demande de renouvellement. La loi du 22 mars 2012 a modifié l'article L145.9 du Code du commerce qui faisait prévoir la date d'usage sur le terme contractuel. C'est-à-dire qu'antérieurement, le congé était donné suivant les usages locaux. Le nouvel article L145.9 alinéa 3 exige que le bailleur, nous sommes donc dans le premier cas où c'est le bailleur qui demande le renouvellement, donne son congé au locataire en respectant un préavis de 6 mois avant l'échéance du bail. Ce délai est un minimum et les parties peuvent donc adresser leur demande plus de 6 mois avant. Ce principe a été affirmé par la jurisprudence. Le bail peut toutefois comporter une clause stipulant un délai plus court, c'est-à-dire avant l'échéance des 6 mois. La jurisprudence a reconnu la validité d'une telle clause. C'est une jurisprudence du 18 juin 2013. Lorsque le bail s'est poursuivi par tacite reconduction, donc aucune des parties n'a donné congé. L'échéance du bail étant dépassée, le congé peut être donné par chacune des parties à tout moment. Dans le cas où il est donné par le bailleur, il devra toutefois respecter un préavis de 6 mois et le préavis arrivera à échéance le dernier jour du trimestre civil suivant l'expiration de ce délai, puisqu'on a dépassé bien sûr le délai d'échéance du bail. L'article L145.9 alinéa 3 stipule le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse au-delà de la durée de 9 ans que par l'effet d'une notification faite 6 mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Donc le bailleur, une fois que le bail s'est prorogé tacitement au-delà de 9 ans, peut donner congé à tout moment, mais il devra respecter non seulement un délai de préavis de 6 mois, mais la notification devra être faite pour le dernier jour du trimestre civil. Donc le délai d'ailleurs est décompté selon les prescriptions des articles 641 et 642 du Code de procédure civile, au terme duquel, lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le dernier jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte.
tout délai bien sûr, expirant à 24 heures. Lorsque le congé est donné pour une date trop proche, la jurisprudence considère toutefois qu'il n'est pas nul, nous l'avons vu, mais ses effets seront toutefois reportés à la prochaine date utile ou en cas de prorogation tacite du bail à l'expiration du délai légal, c'est-à-dire du délai de 6 mois avec le respect des règles que l'on vient de dénoncer. La date de la demande de renouvellement du locataire. L'article L145-10 du Code du commerce précise que, à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande dans les 6 mois précédant l'expiration du bail, soit à tout moment au cours de sa prolongation. La demande du locataire doit donc intervenir dans le délai de 6 mois précédant l'expiration du bail, en général à défaut de congé donné par le bailleur. Mais le locataire peut prendre l'initiative, nous l'avons vu, de la demande. Une demande qui sera adressée plus de 6 mois avant l'échéance du bail ne pourrait pas produire d'effet. Par contre, la clause du bail qui obligerait le preneur à un délai plus long reste valable dès lors qu'elle n'affecte pas le droit au renouvellement du locataire. C'est un arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2013. En l'occurrence, le bail prévoyait que le locataire devrait donner un préavis d'1 an. Les conditions de forme de la demande. Le congé avec offre de renouvellement du bailleur. Le congé doit comporter les mentions habituelles d'un acte extrajudiciaire dans les termes de l'article 48 du Code de procédure civile. Donc date, état civil, requérant, nom de l'huissier, nom et domicile du destinataire. Il doit mentionner la date pour laquelle il est délivré. Il doit préciser qu'il est donné pour mettre fin au bail, mais avec offre d'un bail renouvelé. Un nouveau loyer peut être proposé dans le même acte. La forme de la délivrance du congé a été modifiée par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité, l'égalité des chances économiques, dite loi Macron. Cette loi a supprimé le recours à la lettre recommandée avec avis de réception qui avait été prévu par la loi Pinel. Désormais, le congé délivré par le bailleur doit impérativement être notifié par exploit d'huissier. La jurisprudence considère qu'un congé qui ne respecterait pas la forme de l'article 145.9 ne serait pas valable. La nullité sanctionne donc l'inobservation du mode de notification du congé. Il s'agit toutefois d'une nullité relative, c'est-à-dire qu'elle ne peut être invoquée que par la partie que la loi entend protéger. Si le bailleur souhaite obtenir un nouveau loyer lors du renouvellement du bail, il devra donc en faire la demande dans le congé. À défaut d'avoir formulé la proposition de nouveau loyer, le loyer ne sera dû qu'ultérieurement et il devra formuler sa demande par acte d'huissier. La demande de renouvellement du locataire. Lorsque le bailleur n'adresse pas au locataire un congé avec offre de renouvellement 6 mois précédant l'expiration du bail, le locataire dispose de 2 possibilités. Soit il décide de garder le silence et le bail va donc se poursuivre tacitement. Soit il adresse au bailleur une demande de renouvellement. La demande de renouvellement du locataire, à la différence du congé avec offre de renouvellement délivré par le bailleur, peut être faite par simple lettre recommandée avec avis de réception. Selon l'article L145-38 du Code du commerce, la date de notification pour le locataire est celle de l'expédition et pour le propriétaire celle de la première présentation. Dès lors, attention, lorsque la lettre n'a pas pu être présentée à son destinataire, la demande de renouvellement du bail par le locataire devra obligatoirement être réitérée par acte d'huissier. La forme de l'acte extrajudiciaire reste donc la plus sécurisante pour le locataire, mais je dirais aussi la plus prudente. Le loyer de renouvellement. Détermination du loyer de renouvellement. Sauf exception, le loyer renouvelé au terme des 9 ans est calculé en fonction de la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux.
qui est appelé ILC, ou de l'indice trimestriel des activités tertiaires, ILAT, pour justement les activités tertiaires, et l'ILC étant utilisé pour les activités commerciales. Cette variation détermine un plafond. Le calcul de ce plafond est comparable à celui prévu en matière de révision triennale, mais soumis à des règles différentes codifiées à l'article 145.34 du Code du commerce. Le plafonnement est applicable, sauf modification notable des facteurs locaux de commercialité, thème qui sera abordé par Madame Benaïm tout à l'heure. Ces facteurs locaux de commercialité sont mentionnés à l'article L145.33 du Code du commerce, c'est-à-dire les caractéristiques du local, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité. Ces critères vont servir à déterminer la valeur locative et ce n'est que s'il y a une modification de ces facteurs locaux de commercialité que le loyer sera déterminé à la valeur locative et non pas selon le système du plafonnement que nous venons d'évoquer. D'autres exceptions découlent également de l'accord des parties ou encore de la durée du bail. Reste le principe de l'article L145.33 du Code du commerce selon lequel le loyer lors du plafonnement doit être fixé à la valeur locative, laquelle ne peut être supérieure à la valeur d'un plafond déterminé selon l'article L145.34 du Code du commerce. Toutefois, si la valeur locative se trouve supérieure au calcul résultant du plafonnement, le loyer sera fixé selon le montant résultant du calcul indiciel. Et je vais laisser la parole à Madame Benaïm pour tout ce qui est loyer déplafonné. Bon, moi je vais parler des critères de la valeur locative. Et les principes fondamentaux reposent sur 5 éléments. À défaut d'accord amiable sur la valeur locative, lorsque celle-ci ne peut s'appliquer, l'article L145-33 du Code du commerce énumère les éléments que le juge du fond doit retenir pour la déterminer, tant pour une révision que pour un renouvellement. Les critères énumérés par cet article sont au nombre de 5, vous avez déjà entendu. Ce sont les caractéristiques locales considérées, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et enfin les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Avant d'examiner successivement chacun de ces éléments, je tiens à apporter des précisions, quelques précisions. D'abord concernant les pouvoirs du juge. Les juges doivent prendre en considération les divers éléments prévus par cet article fixant cette valeur locative. Ils doivent préciser les éléments pris en considération et surtout, ils évaluent souverainement le montant du loyer. Ce principe est régulièrement rappelé par la Cour de cassation. Les juges du fond fixent la valeur locative en adaptant le mode de calcul qui leur paraît le meilleur. Petite précision concernant le loyer révisé ou renouvelé, l'article L145-33 du Code de commerce ne fait aucune distinction entre le loyer d'un bail à renouveler et le loyer d'un bail à réviser. Le loyer doit correspondre à la valeur locative lorsque celle-ci s'applique. Toutefois, pour le déplafonnement du loyer renouvelé, il faut savoir que le critère des prix couramment pratiqués dans le voisinage n'est pas le seul retenu. Autre précision, ça concerne les locaux monovalents. Sont monovalents, au sens de l'article R145-10 du Code de commerce, les locaux qui ont été construits, aménagés en vue d'une utilisation industrielle, artisanale ou commerciale déterminée. De telle sorte que l'exercice d'un autre commerce exigerait des modifications de structure de l'immeuble et des travaux de transformation impliquant des dépenses élevées. Autrement dit, ce qui veut dire aussi qu'en cas de départ du locataire, le bailleur ne va pas pouvoir relouer les locaux que pour un commerce identique ou alors en prenant la décision de réaliser des travaux de transformation importants. Ces locaux, construits et aménagés en vue d'une seule utilisation, échappent aux règles du plafonnement des loyers lors du renouvellement. Le loyer du bail renouvelé est donc fixé à la seule valeur locative. Par dérogation toutefois,
Certaines valeurs locatives doivent être déterminées selon les usages observés dans la branche d'activité considérée. Sont appelés locaux monovalents les hôtels, les cinémas, les théâtres, les cliniques. Notamment pour les hôtels, on utilise la méthode hôtelière. Pour les campings, les cinémas, les théâtres ou les cliniques, on utilise des méthodes particulières qui prennent en compte le nombre de fauteuils, le nombre de lits, le nombre de séances par semaine, les périodes d'ouverture, les aménagements, et tout cela, bien sûr, sous l'examen de documents comptables. Lorsque les magistrats relèvent, pour fixer cette valeur locative, que le local donné en location a été construit en vue d'une seule utilisation, ils peuvent décider que le loyer doit être fixé dans la double limite de la valeur locative déterminée conformément aux dispositions spécifiques aux locaux monovalents et du plafond de l'indexation. Dernière précision concernant les repères en matière locative. Lorsque le loyer initial est élevé par rapport au marché, le bailleur aura intérêt à s'informer sur la valeur locative actuelle avant d'exercer, bien sûr, toute action dans le cadre d'une révision triennale. Ensuite, on le sait, la valeur locative n'est pas unitaire. Il existe d'importants écarts entre la valeur du marché pratiqué pour des nouvelles locations sans droit d'entrée et celle résultant de la fixation judiciaire des loyers réalisés ou renouvelés. Dans un même secteur, et je connais Toulouse plus particulièrement, des écarts de 1 à 3 peuvent exister. Mais la conjoncture économique à venir du marché locatif peut-être pourra tendre à réduire de façon significative ces écarts. Voyons maintenant l'application des critères de fixation de la valeur locative. Premier élément, caractéristiques propres au local. Les éléments liés au local, il y a lieu de prendre en considération la localisation du local dans la ville, dans le quartier, dans la rue et même d'un trottoir à l'autre. On regardera aussi la localisation de l'immeuble où il se trouve. Se trouvent les locaux à évaluer, bien sûr. Sa surface, son volume, la commodité de son accès pour le public. On regardera aussi l'importance des surfaces respectivement attachées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui y sont exercées. On regardera aussi les rapports entre les différentes dimensions, la conformation de chaque partie et son adaptation à la forme d'activité qui est exercée. Et enfin, l'état d'entretien, la vétusté, l'état de salubrité et le cas échéant la conformité du local aux normes exigées par la législation du travail, la nature et l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire. Le cas le plus courant, le cas des boutiques. Il est évident que pour une boutique, l'emplacement du local est très important. Une boutique sur rue, par exemple, a beaucoup plus de valeur qu'une boutique sur cour ou qu'un appartement en étage. Sauf, ici on l'a vu à Toulouse, pour certains bijoutiers joailliers qui, pour une question de standing, préféraient travailler en étage, comme à Paris notamment. De même, la superficie réelle des lieux loués joue un rôle primordial dans la détermination du loyer. Surtout, en ce qui concerne les parties du local qui sont destinées à recevoir du public. Mais même à superficie égale, un magasin de vente jouissant d'une large façade avec des vitrines est plus apprécié que s'il possède une devanture très étroite et s'étend tout en longueur. À cet égard, nous les experts chargés d'estimer la valeur locative pratiquons généralement ce qu'on appelle des pondérations plus ou moins importantes sur les surfaces selon la situation. Ainsi, la partie arrière, qu'on va appeler arrière-boutique, est retenue après une décote par rapport au premier mètre carré de devanture. Plus on s'éloigne de la devanture, et plus le coefficient de pondération est important. Par exemple, quand on prend une surface développée d'un local, 200 mètres carrés par exemple, eh bien après application de coefficient de pondération, en raison de la configuration, de la conformation du local, la surface utile pondérée peut être ou descendre jusqu'à 60 mètres carrés. Et c'est cette superficie utile pondérée qui sera retenue pour calculer la valeur locative. La pondération de surface des locaux peut aussi fausser
les données de référence. C'est-à-dire que lorsqu'on va arriver au prix couramment pratiqué dans le voisinage, il va bien falloir aussi pondérer les surfaces des locaux que l'on obtiendra en comparaison. Et on peut arriver à des règles, à des différences de surface relativement importantes que l'expert devra examiner. Autres paramètres dont on doit tenir compte, c'est par exemple la conformation à la configuration de local, c'est la présence de nombreux couloirs annexes qui sont souvent peu utiles et qui vont entrer en ligne pour le calcul de la valeur locative. La commodité d'accès pour le public est surtout essentielle pour les boutiques de détail et encore pour certaines autres entreprises telles que les banques, les pharmacies, les agences immobilières qui reçoivent beaucoup de clients. Bien entendu, lorsque l'immeuble est récent ou très bien entretenu par le propriétaire, le loyer des lieux loués peut être fixé à un taux plus élevé que si le bâtiment est très ancien, n'a pas été ravalé depuis longtemps et comporte, entre autres, des défauts d'étanchéité ou d'autres vices dus à la vétusté. Même pour de simples bureaux, bien sûr sous bail commercial, on doit prendre en considération les équipements appartenant aux bailleurs et qui vont profiter aux locataires. Installation de chauffage central, système d'aération de climatisation, standard téléphonique, réseau câblé, parking. Concernant l'existence de locaux accessoires, en effet, des locaux annexes et dépendances loués par le bailleur sont susceptibles d'être utilisés conjointement avec les locaux principaux et cela constitue bien sûr un avantage dont il faut tenir compte pour le calcul du loyer. On peut par exemple retenir comme un avantage appréciable la possibilité de disposer d'un parking au sous-sol ou dans la cour de l'immeuble. Enfin, concernant l'existence de locaux d'habitation. En effet, lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l'habitation, la valeur locative de celle-ci est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux destinés au même usage, faisant l'objet d'une location nouvelle, majorée ou minorée en raison des avantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dans un ensemble commercial. C'est-à-dire que dans la recherche d'éléments de comparaison, il conviendra de trouver d'une part des valeurs locatives concernant des logements, touchant des appartements, et d'autre part des valeurs locatives portant sur des locaux commerciaux proprement dits. Et le total de ces deux valeurs devra être proposé comme valeur locative. Le principe d'une majoration ou d'une minoration de loyer habitation dépend bien sûr de cas d'espèce. Il est évident par exemple qu'un logement auquel on ne peut accéder, tout le monde connaîtra un peu cette conformation et cette configuration des locaux, un logement auquel on ne peut accéder qu'en passant par la boutique ou par une porte secondaire sur la cour, a une valeur moindre que celle retenue par un appartement exclusivement d'habitation, de superficie et de confort similaires, mais bénéficiant d'une entrée distincte du local commercial. La simple augmentation, attention, la simple augmentation de la valeur locative des habitations ne peut pas suffire à faire échapper le loyer commercial au plafond. Deuxième élément, la destination des lieux. Le bail précise en général l'affectation qui doit être donnée aux locaux. Si la destination est très large, le montant du loyer peut être plus élevé que si le propriétaire a limité d'une manière stricte la nature de l'activité qui doit s'exercer dans les lieux ou les locaux. Le locataire peut exploiter des activités connexes ou même des activités totalement différentes s'il bénéficie soit d'une autorisation du tribunal dans le cas d'une déspécialisation ou alors dans le cas d'une cession liée à un départ à la retraite ou un départ pour invalidité. Concernant la déspécialisation et augmentation du loyer, le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités, ce qu'on appelle connexes ou complémentaires. L'exemple le plus courant, c'est celui du boucher, qui va annexer une activité de traitance avec des produits à emporter et peut-être à acheter ou d'une bouteille de vin ou une bouteille de bière. L'adjonction régulière d'activités au cours des 3 dernières années de bail ne remettra pas en cause le droit au renouvellement du preneur. Qu'il s'agisse d'une déspécialisation restreinte ou partielle, c'est-à-dire l'adjonction de plusieurs activités complémentaires à l'activité déterminant le bail, ou ce qu'on appelle d'une déspécialisation plénière,
c'est-à-dire la possibilité pour le locataire d'exercer une ou plusieurs activités différentes de celles déterminées et équivaut d'ailleurs à un changement complet d'activité, eh bien ces deux procédures permettent une augmentation du loyer révisé. Pour résumer, le changement d'activité conforme à la commune intention des parties peut être de nature à permettre le déplafonnement du loyer renouvelé. Concernant les locaux tout commerce, bien entendu, si les locaux sont loués tout commerce, la valeur locative doit en tenir compte. Et nous, les experts, nous pratiquons une majoration qui peut aller de 15 à 20%. Troisième élément, obligations respectives des parties. Le principe. Les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur, dont celui-ci se décharge sur le locataire sans contrepartie, constituent bien sûr un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au preneur au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. L'article 145-8 du Code de commerce semble se référer ici aux modalités d'utilisation des locaux susceptibles de constituer un inconvénient pour le preneur. Par exemple, passage commun dans une entrée, des installations sanitaires qui sont susceptibles de servir à plusieurs colocataires, fermeture des bureaux pendant la nuit, les dimanches et jours fériés. Mais d'autres éléments sont retenus par ce même article. Il y a le cas de la fixation conventionnelle du loyer. La fixation conventionnelle du loyer, librement intervenue entre les parties, emporte renonciation à la procédure de révision judiciaire du loyer et constitue néanmoins une modification notable des obligations respectives des parties intervenues en cours du bail dans les conditions étrangères à la loi. Voyons aussi le cas des travaux et charges de copropriété. En l'absence d'une modification notable des caractéristiques de l'immeuble, des travaux de ravalement et de rénovation des parties communes relevant de l'entretien courant n'entrent pas dans le cadre de travaux susceptibles de modifier la valeur locative. Et il en est de même de l'augmentation des charges de copropriété découlant de l'exécution des délibérations de l'Assemblée générale des copropriétaires. Voyons quelques situations particulières. C'est le transfert, le premier cas, c'est le transfert des charges sur la tête du preneur. En effet, si des charges incombant au propriétaire bailleur sont supportées conventionnellement par le locataire, il peut en être tenu compte pour la détermination du nouveau loyer lors du renouvellement du bail commercial. Il en est ainsi de l'obligation faite au locataire de payer les impôts et taxes au lieu et place du bailleur. Autre cas, le cas de travaux importants supportés par le preneur. Il sera tenu compte des clauses imposant au locataire des obligations qu'il ne doit pas normalement supporter. Il s'agit de réparations autres que locatives, ensemble des dépenses d'entretien et, comme je l'ai vu, prendre en charge l'ensemble des frais de ravalement de la façade. Mais le plus souvent, lors du renouvellement du bail, il est impossible de chiffrer la charge pécuniaire imposée au preneur. Il faudra donc, nous, en général les experts, il faudra donc l'évaluer forfaitairement. Ce forfait représentant un pourcentage d'abattement applicable sur la valeur locative. Et bien sûr, ce taux de pourcentage est très variable selon l'importance de l'obligation pesant sur le locataire et comme je le dis, le plus souvent, il est fixé par un expert. Le cas de la taxe foncière. La taxe foncière dont le paiement incombe normalement au bailleur, peut être mise à la charge du preneur. Les juges peuvent déduire le montant de l'impôt foncier de la valeur locative. La loi dite Pinel et son décret d'application n'ont pas modifié le droit pour le bailleur de transférer cette charge sur la tête du locataire. En conséquence, le transfert de cette taxe foncière sur le locataire, si il est réalisé sans contrepartie, entraîne, après la réforme de 2014, une diminution de la valeur locative susceptible de se répercuter sur le montant du loyer. Voyons enfin l'hypothèse des travaux d'amélioration exécutés par le locataire. Les améliorations apportées au lieu loué en cours du bail à renouveler ne sont prises en considération
que si directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé les charges. Quelques exemples: installation d'un ascenseur, des travaux entrepris dans la partie habitation, ces fameux ravalements de façade. Le principe de l'accession n'est pas supprimé, mais les travaux donnant une plus-value au lieu loué ne pourront servir à majorer la valeur locative lors d'une révision ou du renouvellement du bail au cours duquel ils ont été effectués. Ces améliorations ne peuvent être prises en compte que lors du renouvellement suivant. Il faudra attendre. Et enfin, tous les travaux ne sont pas des travaux d'amélioration, des travaux de mise en conformité nécessaires pour rendre les lieux adaptés à sa destination contractuelle. Voyons maintenant l'hypothèse de la modification légale des obligations imposées aux parties. En effet, les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l'une ou l'autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu, bien sûr, de les assumer. Il est fait allusion ici aux modifications qu'une disposition législative pourrait apporter à certains éléments extrinsèques du bail et qui seraient susceptibles d'aggraver les charges du bailleur ou du locataire. Les modifications notables des obligations du locataire et de l'économie du contrat intervenues en cours du bail peuvent permettre un déplafonnement du loyer renouvelé. La modification consistera le plus souvent en un avantage accordé au preneur, produisant des effets notables et n'ayant pas un avantage ponctuel. Attention, le versement d'une contrepartie financière en échange d'autorisation ou de dérogation n'est pas un obstacle au déplafonnement du loyer renouvelé. A été considéré comme un motif de déplafonnement, même conventionnellement autorisé entre les parties, l'autorisation de pouvoir mettre le fonds en location-gérance, le remplacement d'un élément d'équipement comme une chaudière au lieu et place du bailleur, l'engagement de non-concurrence et l'augmentation notable de la taxe foncière, en général plus de 50%. Dernier cas, c'est la base de fixation originaire du loyer et bien sûr cette fameuse incidence du pas de porte. Il doit être tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé. Rien n'interdit la remise d'une somme au bailleur par le preneur à son entrée dans les lieux. C'est le versement d'un pas de porte qui, dans l'intention des parties, peut être considéré soit comme un supplément de loyer payé d'avance, soit la contrepartie d'éléments de nature diverse, notamment d'avantages commerciaux sans rapport avec le loyer. Si le preneur allègue que le versement a eu par la volonté des parties le caractère de loyer, il lui incombe de l'établir. À cet égard, d'ailleurs, la responsabilité des rédacteurs du contrat a été retenue pour n'avoir pas invité les parties à préciser la nature du pas de porte. Soit c'est un supplément de loyer, soit c'est considéré comme étranger au loyer. Si le versement du pas de porte est considéré comme un supplément de loyer, ce montant devrait être imputé par 1/9 par an sur le loyer révisé. Une fois déterminée la fraction du loyer correspondant au pas de porte, celle-ci considérée comme un loyer payé d'avance ne peut être révisée. Quatrième élément, les facteurs locaux de commercialité. Ces fameux facteurs locaux de commercialité, eh bien, eux aussi sont énumérés d'une manière limitative. Ils sont très importants dans le cadre d'une révision légale du loyer, dans la mesure où ils peuvent permettre son déplafonnement. Le bailleur en fait état souvent au moment du renouvellement du bail, afin de, bien sûr, et je le répète, de déplafonner le loyer. Alors, ils dépendent principalement de l'intérêt que présente pour le local considéré, l'importance de la ville, du quartier, de la rue où se trouvent les lieux loués, le lieu d'implantation, la répartition des diverses activités dans le voisinage, les moyens de transport, l'attrait particulier ou les suggestions qui peuvent présenter l'emplacement pour l'activité considérée. Des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire. L'ensemble de ces données, objectives ou non, peuvent entrer en compte dans le calcul de la valeur locative.
Les disparités des solutions constatées font qu'il ne peut y avoir de situation identique qu'en présence de locaux situés dans un même lieu ayant une même activité. Ça pourrait être le cas de locaux situés dans une galerie marchande, et encore, il peut y avoir de différences de localisation en fonction d'une entrée qui est plus fréquentée que d'autres. Lorsque le demandeur peut faire la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, susceptible d'avoir entraîné une hausse ou une baisse de plus de 10% de la valeur locative, eh bien le prix du bail est fixé sans limitation, il n'est plus plafonné à l'évolution de l'indice ICC, ILC ou ILAT. La modification des facteurs locaux de commercialité est laissée à l'appréciation aussi souveraine des juges du fond et les solutions sont extrêmement variables. Un même facteur peut avoir des effets différents selon le commerce en cause. Par exemple, la mise en rue piétonne peut être positive pour un commerce de d'épicerie et n'avoir absolument aucun effet pour un droguiste. Le même fait matériel n'aura pas la même incidence selon la situation des locaux. Ainsi, la création de nouveaux moyens de transport peut entraîner un flux de clientèle pour des zones où la desserte était insuffisante. Mais en revanche, dans des villes où des secteurs sont très bien desservis, ces nouveaux moyens n'ont aucune incidence. Le cas de la navette gratuite à Toulouse et même le métro où l'impact peut être discuté dans certains secteurs. La modification de ces facteurs locaux de commercialité doit concerner directement ces facteurs. La modification doit affecter le commerce exploité dans les lieux. Par exemple, un commerce d'import-export ou de gros ou de micro ne sera pas touché par la rénovation du quartier ou la construction de nouveaux immeubles. D'où l'importance, quelquefois, de pouvoir consulter les documents comptables de l'activité. La modification doit être notable, c'est-à-dire s'apprécier objectivement. Et la modification doit être matérielle, c'est-à-dire aisément constatable. Construction de nouveaux immeubles, ouverture de stations métro, comptage du flux piéton, comptage de la fréquentation de telle ou telle station de métro. La modification matérielle des facteurs locaux commerciaux doit être intervenue entre la date d'application du loyer à réviser et la date de demande en révision. Si des conditions de déplafonnement sont réunies, le loyer est fixé selon la valeur locative. Ce déplafonnement pouvant conduire souvent, quelquefois ou parfois, à une augmentation spectaculaire du loyer, eh bien la loi dite Pinel a ralenti son mécanisme pour des baux conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre 2014, un déplafonnement ne peut pas générer une augmentation annuelle de plus de 10% par rapport au dernier loyer s'il est motivé par une modification des facteurs locaux de commercialité. Cela signifie par exemple que si un loyer révisé en 2020 d'un bail conclu en 2017 est fixé à 25% au-dessus du dernier loyer, eh bien l'augmentation devra être étalée jusqu'en 2022 pour ne pas dépasser 10% chaque année. Voyons enfin le cinquième et dernier élément, les prix couramment pratiqués dans le voisinage. L'article R145-7 du Code du commerce permet de se référer généralement également aux prix couramment pratiqués dans le voisinage par unité de surface auquel il est fait référence. Les références proposées doivent porter sur plusieurs locaux et comporter pour chacun son adresse et sa description succincte. Si des éléments de comparaison ne sont pas équivalents aux récents, les prix de base doivent être corrigés en considération des différences constatées entre les lieux loués et les locaux de référence et de celles qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation. Le problème se pose pour les loyers plus récents, fixés sans versement de pas de porte et donc plus élevés. Certaines décisions retiennent à titre d'élément de comparaison les prix librement déterminés par la convention des parties. L'analyse comparative des prix aura lieu généralement toujours avec la méthode du mètre carré pondéré. Il conviendra de recueillir des prix couramment pratiqués dans le voisinage et retenir à la fois des valeurs librement négociées entre les parties, mais aussi au loyer ressortant d'une fixation judiciaire. Et enfin, il n'y a pas lieu de retenir des valeurs locatives incluant un droit au bail, car ces sommes sont versées au précédent locataire et non au bailleur. Voilà, j'en ai terminé.
Donc je vais maintenant vous parler des conditions pratiques de la formalisation de ce renouvellement. Parce qu'on peut envisager deux solutions, soit on régularise un simple avenant de renouvellement au bail initial dans lequel on précisera que le bail est renouvelé à partir de telle date pour une nouvelle durée de 9 ans, aux clauses et conditions antérieures ou en apportant quelques modifications mais assez brèves, notamment en ce qui concerne le changement de l'indice et j'y reviendrai, soit pour un bail dont les clauses ne sont plus en conformité avec les réformes qui ont été successivement opérées depuis sa conclusion, on peut envisager de conclure un acte de renouvellement qui sera en fait, qui voudra un nouveau bail et qui s'apparentera à un nouveau bail dépoussiéré, mais qui gardera sa substance, puisque le contrat de bail, et ça, il faut le rappeler, c'est un contrat de gré à gré, qui suppose que toutes les clauses aient été négociées et acceptées librement par les parties. Donc, on ne peut pas envisager de rédiger un acte de renouvellement avec des conditions qui ne seraient pas acceptées par le locataire. Donc, dans cet acte, on dressera l'historique de la relation contractuelle et on précisera que les parties conviennent de renouveler le bail aux clauses et conditions suivantes qui se substitueront au bail antérieur, aux clauses du bail antérieur. Alors, quelle formule adopter? Comment le savoir? En fait, il faut se baser sur la date à laquelle le bail à renouveler a été conclu. Le statut des baux commerciaux est ancien, il date d'un décret du 30 septembre 1953, il a connu beaucoup d'évolutions, plus ou moins importantes. Il y en a une, la plus significative, c'est la réforme opérée par la loi Pinel du 18 juin 2014, qui est entrée en vigueur le 20 juin 2014. Pour simplifier, on va prendre comme date 20 juin 2014, mais il y a des choses qui sont entrées en vigueur plus tard. Et effectivement, certaines de ces modifications sont d'ordre public, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'y déroger, et les clauses qui sont conclues en violation de dispositions d'ordre public sont désormais réputées non écrites, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun délai de prescription. À tout moment, le locataire ou le bailleur d'ailleurs, peut envisager d'introduire une action pour faire réputer non écrite cette clause. Alors, quand on a un bail qui a été conclu antérieurement à la loi Pinel et qui doit être renouvelé, effectivement, on doit sérieusement se poser la question de régulariser un véritable acte de renouvellement afin de mettre les dispositions contractuelles qui feront la loi entre les parties en conformité avec les réformes opérées. Alors, la loi Pinel, je vais dresser une liste, mais elle est non exhaustive, des choses qui sont modifiées et qui ont impacté la rédaction des contrats. Les modifications les plus importantes, c'est en premier lieu l'encadrement des charges qui sont refacturables aux locataires. On sort de la liberté contractuelle qui était la règle auparavant. Et effectivement, le législateur maintenant impose qu'il soit dressé un inventaire précis et limitatif des clauses impôts, taxes et redevances qui peuvent être mises à la charge du preneur ou qui doivent rester à la charge du bailleur, en précisant, et ça aussi il faut bien le prendre en compte parce que c'est nouveau, la répartition, le mode de répartition de ces charges entre le bailleur et le preneur qui est le plus souvent fonction de la surface exploitée. Alors, il y a différentes méthodes. Soit on voit dans des baux des clauses inventaires des charges qui sont longues, soit moi, en ce qui me concerne, quand je fais des actes de renouvellement, j'annexe à ce bail un tableau tout simplement, avec toutes les catégories de charges, et une croix à la charge du preneur, à la charge du bailleur, et dans quelle proportion. Ce qui permet d'avoir une idée très claire, quand se pose un problème, de savoir qui c'est qui doit en assumer la charge. Autre nouveauté aussi, chaque année, le bailleur doit adresser au locataire un inventaire récapitulatif, un état récapitulatif de cet inventaire de charges qui inclut un décompte de régularisation. Et cet inventaire, ce décompte de régularisation, il doit parvenir au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivante qui suit celle qui vient de s'écouler, ou quand on est en copropriété, au plus tard dans les 3 mois
de la date à laquelle on reçoit du syndic la reddition des charges de copropriété, ce qui permet effectivement de dresser le décompte et de l'adresser au locataire. Autre nouveauté aussi, on a maintenant introduit par le décret d'application de la loi Pinel un article R 145-35 dont les dispositions sont d'ordre public et qui introduit 5 catégories de charges et impôts qui ne peuvent plus être imputées aux locataires. Et notamment, on ne pourra plus voir de baux où tout est à la charge du locataire, puisque désormais, il est expressément convenu que les dépenses relatives aux grosses réparations, qui sont mentionnées à l'article 606 du Code civil, c'est-à-dire le clos et le couvert en gros, ne pourront plus être transférées sur la tête du preneur, ainsi que les travaux qui ont pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité le local avec la réglementation, lorsque ces travaux relèvent des grosses réparations de l'article 606. Donc ça, effectivement, maintenant c'est très clair, on ne peut plus transférer toutes les charges, tous les travaux sur la tête du preneur. Et enfin, en ce qui concerne les charges et les impôts, mais également les travaux, il faut savoir que désormais, le bail doit aussi contenir un état des travaux que le bailleur envisage de faire dans les 3 années à venir, ainsi qu'un état des travaux qu'il a réalisés sur les 3 années passées, avec aussi la mention du coût de ces travaux. Donc ce sont des précisions qu'avant on ne voyait jamais dans les baux. Deuxième point aussi, deuxième modification, mais ça, Madame Tournier vient de nous en parler, la forme du congé qui peut maintenant être envoyée par le preneur par lettre recommandée AR. Troisième modification aussi d'importance, c'est que le législateur a créé un droit de préemption au profit du locataire en cas de vente du local. C'est-à-dire que si le bailleur prend la décision de vendre ce local, il doit en premier lieu le proposer à son locataire. Il y a aussi la création d'un droit de préemption au profit des communes sur les fonds de commerce. Quand il y a des cessions de fonds de commerce, les communes peuvent effectivement préempter ces fonds et les racheter. On le voit assez rarement, mais il faut savoir que maintenant, il faut absolument ne pas le perdre de vue, parce qu'il faut purger ce droit de préemption. Cinquième point aussi d'importance en pratique, la garantie solidaire du cédant. Lorsqu'on est dans des cas de cession de droit au bail, la garantie solidaire que se réserve le cédant en cas de problème d'impayé de la part du futur preneur, elle est maintenant limitée à 3 ans. Et en plus, dès qu'il y a des impayés, le bailleur est tenu d'en informer le cédant dans un délai d'1 mois à compter du défaut de paiement. Donc, ce qui est aussi à savoir, puisque souvent les bailleurs l'oublient, ils se dirigent directement contre le cédant alors qu'ils n'ont pas effectivement informé ce dernier des impayés qui jusque-là étaient intervenus. Sixième modification aussi que j'ai relevé, mais ça on vous en a parlé, c'est le fameux lissage des augmentations de loyer, qui est en fait un plafonnement du loyer révisé ou renouvelé, mais ça on vous en a déjà parlé. Septième et dernier remplacement, non, avant-dernière modification dont je voulais parler aussi, c'est le remplacement définitif du coût de l'indice du coût de la construction, le fameux ICC, par l'indice des loyers commerciaux ou l'indice des loyers des activités tertiaires, le LILAT, en tant qu'indice de plafonnement du loyer en renouvellement, mais également dans les clauses de révision légale triennale. Alors, je précise aussi, par contre, que conventionnellement, on peut toujours faire application de l'indice du coût de la construction, l'ICC, on peut tout à fait le garder dans les clauses d'indexation conventionnelles, ce qu'on appelle aussi les clauses d'échelle mobile. Donc, on ne peut utiliser maintenant plus que l'ILC lorsque on fixe le loyer du bail renouvelé quand il y a plafonnement, ou lorsque on demande la révision légale triennale. Par contre, quand dans le bail, on a une clause, comme c'est souvent le cas, qui prévoit que chaque année, le bail sera indexé sur la variation des indices, etc., on peut tout à fait continuer à appliquer l'ICC.
Bon, ça n'a pas d'intérêt pratique, voilà. Mais il y en a qui préfèrent parce que c'est vrai que l'ICC, il a connu des augmentations, mais aussi des baisses qui sont beaucoup plus conséquentes que l'ILC qui a été justement créé pour permettre de lisser tout ça. Et enfin, dernier point, et ça aussi c'est d'importance, c'est que l'établissement de l'état des lieux devient obligatoire. Alors à l'occasion de la conclusion d'un bail, de la cession du droit au bail, de la mutation à titre gratuit d'un fonds de commerce, mais aussi cette obligation, elle s'applique à tous les baux qui sont renouvelés à compter du 20 juin 2014, de sorte qu'un état des lieux, si il n'en a pas été fait auparavant, doit impérativement être dressé, amiablement ou par huissier aux frais partagés des parties, et annexé au bail renouvelé, parce que désormais, le bailleur ne peut plus évoquer la présomption de l'article 1731 du Code civil, qui effectivement prévoyait que le locataire était présumé avoir reçu les lieux loués en bon état. Donc aujourd'hui, s'il n'y a pas eu d'état des lieux et s'il y a des dégradations, c'est au bailleur de prouver que les dégradations sont du fait de son locataire, ce qui en pratique est quasiment impossible, voire très difficile à prouver. Voilà, donc en résumé, si vous avez des baux qui sont anciens et qui datent du moins d'avant 2014 et qui doivent être renouvelés, il est largement conseillé effectivement de faire un acte de renouvellement qui soit beaucoup plus complet qu'un simple avenant de renouvellement. Nous allons maintenant aborder le contentieux du renouvellement au niveau des loyers. Je vais pour ma part évoquer la commission départementale de conciliation. Cette commission est compétente pour trouver une conciliation entre les parties avant toute procédure contentieuse portée devant le juge des loyers commerciaux. Elle est composée de représentants de bailleurs et de locataires en nombre égal, ainsi que de personnes qualifiées. En Haute-Garonne, par exemple, la commission comprend un représentant de la Chambre de commerce, un représentant de la Chambre des métiers, un représentant d'une organisation professionnelle de bailleurs, un représentant de l'UNPI et un notaire qui est la personne qualifiée qui en assure la présidence. Le litige examiné par la commission doit porter sur la fixation du loyer renouvelé, la révision du loyer, les travaux ou les charges locatives. Plus récemment, les commissions ont vu leurs compétences étendues au litige d'impayés de loyer dans le cadre de la crise sanitaire. La volonté étant que les parties arrivent à trouver un accord amiable plutôt que pour le bailleur envisager un recours. En application de l'article 145-35 du Code du commerce, la commission peut être saisie par le bailleur ou par le locataire. Concernant le renouvellement du bail, elle a donc vocation à connaître les litiges tenant au plafonnement du loyer, calcul indiciaire que nous avons évoqué tout à l'heure, ou ceux découlant d'un motif de déplafonnement du loyer soulevé par le bailleur sur le fondement, par exemple, d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité. Accessoirement, la commission peut donner un avis sur la valeur locative. La commission territorialement compétente est donc celle du lieu de situation de l'immeuble. Le bailleur ou le locataire peuvent la saisir à tout moment par lettre recommandée avec avis de réception. Il convient de joindre au courrier de saisine l'acte du bailleur, c'est-à-dire le congé avec offre de renouvellement, ou l'acte du locataire, c'est-à-dire la demande de renouvellement. La saisine de la commission n'étant pas obligatoire, elle n'a pas d'effet interruptif concernant la prescription biennale prévue par l'article L145-60 du Code du commerce. Donc elle doit être saisie dans ce délai. Lorsqu'elle est saisie, la commission convoque les parties à une séance de conciliation 15 jours avant la séance par lettre recommandée avec avis de réception. Les parties peuvent se présenter elles-mêmes ou alors tout simplement se faire assister d'un avocat. Le rôle de la commission est de trouver un terrain d'entente entre les parties. Si tel est le cas, il est signé en séance un procès-verbal de conciliation qui aura force obligatoire pour les parties. À défaut de conciliation ou si les parties ne sont pas présentes, la commission peut toutefois émettre un avis
motivée qui sera ensuite adressée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. L'avis de la commission ne lie pas le juge, qui garde bien sûr son pouvoir d'appréciation souverain. Lorsque la commission est saisie en même temps que le juge des loyers, le juge sursoit à statuer dans l'attente de l'avis de la commission. Et la commission dispose d'un délai de 3 mois pour émettre son avis ou pour concilier les parties. Au-delà, la commission est dessaisie et à ce moment-là, le juge peut statuer. Alors, rapidement et pour finir, sur la procédure judiciaire. Toutes les contestations qui relèvent de la fixation du prix du bail renouvelé ou révisé sont de la compétence du président du tribunal judiciaire qui intervient dans ce cadre avec la casquette de juge des loyers commerciaux. Donc le tribunal compétent, c'est la même chose que pour la commission, c'est le tribunal du lieu de situation de l'immeuble et c'est une procédure extrêmement particulière et formaliste parce que c'est une procédure sur mémoire et c'est une procédure qui se prescrit par 2 ans, c'est-à-dire que à partir du moment où le congé a pris effet, eh bien, les parties, si elles n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le prix du loyer révisé ou renouvelé, ont 2 ans pour saisir le juge. À défaut, on va continuer sur les dispositions et le prix de l'ancien bail. Alors, celui qui prend l'initiative de la procédure, alors en pratique, c'est généralement le bailleur, puisqu'il veut faire valoir une augmentation de loyer, mais ça arrive que le preneur le fasse aussi s'il peut prétendre à une baisse de son loyer. Il introduit l'instance par l'envoi à son preneur ou son bailleur, ça dépend des cas, d'un document qui s'appelle un mémoire par lettre recommandée et avec accusé de réception, dans lequel il expose toutes les raisons de droit et de fait pour lesquelles il sollicite la révision du loyer et il doit impérativement joindre à son mémoire toutes les pièces sur lesquelles il fonde sa demande et en général c'est l'estimation de la valeur locative que le bailleur aura eu la prudence de faire établir par un expert avant de prendre l'initiative d'engager une telle procédure. Donc c'est donc le mémoire préalable qui est le préliminaire obligatoire à la saisine du juge. La partie qui reçoit ce mémoire, elle est libre ou pas d'y répondre, mais en tout cas, celui qui l'envoie, il est tenu d'attendre 1 mois avant de décider de donner une suite plus officielle, c'est-à-dire avant de décider de saisir officiellement le tribunal. Et comment va-t-il faire? Alors ça, la procédure, c'est un peu technique, qui est dite procédure à jour fixe, c'est-à-dire que en fait, l'avocat, puisque la représentation, le ministère d'avocat est obligatoire, va se rendre au greffe et va demander au greffe des loyers commerciaux et va demander la fixation d'une date d'audience. Et lorsqu'il aura cette date, il fera délivrer par huissier un exploit introductif d'instance qui s'appelle une assignation, dans laquelle effectivement il va développer tous les moyens de droit et de fait pour lesquels il sollicite tel ou tel prix pour le loyer révisé et renouvelé. Une fois qu'il enrôle cette assignation, le tribunal est officiellement saisi et l'affaire est appelée à une audience. Entre-temps, bien entendu, le preneur ou le bailleur, celui qui est en défense, a tout à fait la possibilité, et d'ailleurs il est conseillé qu'il dépose un mémoire en réponse. Le juge, dans la majorité des cas, va s'estimer insuffisamment informé pour pouvoir statuer immédiatement. Donc la loi dit qu'il peut se ordonner un transport sur place, mais ça c'est du quasi jamais vu, ou bien désigner un expert effectivement avec une mission bien précise qui permettra après fixer la valeur locative notamment et surtout le prix du loyer du bail renouvelé. Donc l'expert va investiguer, comme Madame Benaïm vous l'a expliqué, et déposer son rapport au greffe, et c'est ensuite le greffe qui va le notifier aux parties, en précisant la date à laquelle sera rappelé le dossier en audience. Entre-temps, les parties sont tenues à nouveau d'échanger leur mémoire en lecture du rapport d'expertise, en se le notifiant par lettre recommandée avec accusé de réception. Donc c'est vraiment une procédure qui est très particulière à cette matière.
Une fois que l'affaire est prête, le juge rend sa décision dans laquelle il fixe le montant du prix du loyer du bail renouvelé. Attention, parce que sa décision, elle est rétroactive, c'est-à-dire que le loyer nouvellement fixé, il est dû à partir de la prise d'effet du bail renouvelé. L'addition peut être fort chère, mais effectivement, là je sais pas, le lissage des loyers s'applique aussi, non même pas sur les arriérés, c'est sur à venir, donc effectivement ça peut être une clause, enfin je suis pas là pour en parler, mais effectivement les parties peuvent être amenées à revoir leur décision en fonction de l'addition finale. Sachez que en cours de procédure, lors du premier appel du dossier devant le juge peut fixer un loyer provisionnel. S'il ne le fait pas, on continue sur l'ancien loyer. La procédure, elle peut durer des années, donc effectivement, c'est pour ça qu'en bout de course, le rappel de loyer peut être très important. Donc le juge rend sa décision et c'est dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive. C'est en réalité une double signification puisqu'une fois qu'on a le jugement, il faut le signifier par voie d'huissier pour faire courir le délai d'appel d'un mois. Et c'est lorsque le délai d'appel est épuisé et que le certificat de non-appel est envoyé par la Cour qu'on peut considérer que la décision est définitive et on fait à nouveau signifier la décision définitive pour faire courir ce délai d'un mois dans lequel le bailleur effectivement est tenu d'envoyer au locataire le nouveau contrat de bail renouvelé ou l'acte de renouvellement du bail et pour lui permettre de le signer. Si les parties ne se mettent pas d'accord d'une façon ou d'une autre, eh bien c'est le jugement qui voudra nouveau bail. Voilà. Donc effectivement là, pour la clarté et la sécurité des relations entre les parties, il est bien évident qu'il vaut mieux partir sur un contrat en bonne et due forme avec des précisions que sur un jugement qui est assez succinct. Voici donc cette rencontre terminée. Nous espérons qu'elle vous aura apporté de nombreuses informations. Nous remercions les intervenants et je profite de cette fin de conférence pour vous annoncer notre prochain rendez-vous le mercredi 6 janvier, peut-être ici dans nos locaux, peut-être à la salle Sénéchal, et qui portera sur les dispositifs de garantie des loyers d'habitation.